Le mousse de Surcouf par Pierre Maël. Un mousse de Surcouf. Aux éditions Hachette et compagnie. Boulevard Saint-Germain, numéro 79, édité en 1901. Illustration par Antoine Paris. Peut-être un cousin de Jean Paris, qui est un grand historien de l'art. Capturé. La voile aperçue grossissait à vue d'œil. Le 4 Vendémiaire en 7, c'est-à-dire le 25 septembre 1799, le 3 mâts La Bretagne sortait du port de Brest et gagnait la mer toute voile dehors. C'était un beau navire de commerce qui transportait des migrants vers l'Amérique. On mourait de faim en Bretagne, comme un peu partout d'ailleurs en France. Et cette émigration-là ne ressemblait point à celle que les lois encore en vigueur punissaient de mort. Le gouvernement accordait son consentement à tout citoyen qui, muni de son brevet de civisme, déclarait ne s'absenter que pour subvenir à son existence ou faire acte de commerce. Par malheur, la navigation était très difficile. Les côtes étaient étroitement surveillées par des croisières anglaises qui usaient de représailles dans la guerre de course. Il devenait chaque jour plus difficile aux navigateurs français d'échapper à la poursuite des vaisseaux britanniques dont les canons coulaient impitoyablement tout navire refusant d'amener son pavillon. La Bretagne, cependant, nourrissait cette espérance de se dérober à l'œil vigilant des vigies rouges. Elle filait de 8 à 9 nœuds et n'avait pas crainte de tenter un aussi long voyage au moment le plus défavorable de l'année, en une saison féconde en naufrage. Elle portait 18 hommes d'équipage et 120 passagers, au nombre desquels figurait un jeune médecin, Charles Ternant, sa femme et ses 2 enfants, Anne et Guillaume. Anne avait alors 7 ans, Guillaume tout près de 5. Ternant se dirigeait vers l'Amérique du Sud et les colonies espagnoles de la Plata. Un frère aîné y avait réussi à gagner une petite fortune, qu'il avait laissée par héritage au jeune médecin, et celui-ci espérait, avec l'aide de cet argent, se créer une position meilleure dans un pays presque vierge encore, où les Européens trouvaient à s'assurer une clientèle et des ressources. Les premiers jours de la navigation n'offrirent aucun incident fâcheux. Le ciel fut clément, la mer belle. On gagna ainsi les côtes d'Espagne. On évita le voisinage du Portugal, entièrement acquis à l'Angleterre. À la hauteur des Canaries, alors que tout pouvait se considérer comme sauvé et se jeter hardiment dans l'ouest, on vit brusquement apparaître à l'horizon les voiles carrées d'une corvette anglaise. Il fallait fuir et se laisser pousser vers le sud. C'était une étrange vie que celle du bord, pour ces hommes et ces femmes de conditions si différentes qui, la mort dans l'âme, s'éloignaient de la mère patrie pour chercher sous d'autres cieux le moyen de conserver une lamentable existence. La France sortait à peine de la Révolution, et le gouvernement du Directoire touchait à son terme. La famine régnait sur toute l'étendue du territoire de la République, ensanglanté par les atrocités de la terreur et les crimes de la guerre civile. Au dehors, le drapeau de la France illustré par d'éclatantes victoires, Valmy,
Gemap, Fleurus, Honchaude, Montenotte, Lodi, Castiglione, Arcole, Révely, dans la conquête des Flandres, des Pays-Bas, de la Savoie, du nord de l'Italie, venaient de subir coup sur coup de nombreux revers. Les Austro-Russes, conduits par Souvarov, nous avaient battus à Cassano, à la Trébie, à Novi. Jourdan avait dû reculer devant l'archiduc Charles après la défaite de Bamberg, et la flotte française de Bruys, anéantie par Nelson à Aboukir, laissait notre armée à la merci des Anglais en Égypte. Il est vrai que, guidé par son étoile, sollicité par la fortune, le jeune vainqueur d'Arcole et de Rivoli, des Pyramides et du Mont Tabor, venait de rentrer en France. 2 mois ne s'écouleraient pas tout à fait avant que Bonaparte, par coup d'État de Brumaire, renversa un gouvernement tombé dans le mépris et inaugura pour la France une ère de gloire sans précédent. Pour faire face à tous les ennemis du dehors, la France avait accompli des prodiges de courage et d'activité. Dépourvue de vaisseaux et surtout de marins expérimentés, elle avait essayé par la course de tenir tête à l'Angleterre. Des combats malheureux sur mer n'avaient servi qu'à accroître les forces de l'implacable et séculaire rival. On avait pu voir le vengeur sombrer glorieusement en avant de Brest sous les boulets de l'ennemi. Présentement, dans les mers de Chine, un Breton se faisait un nom illustre parmi les grands corsaires de notre histoire. À 25 ans, Robert Surcouf de Saint-Malo avait déjà porté de rudes coups au commerce britannique, sans craindre même de se mesurer aux corvettes et aux frégates de l'ennemi. 1 an plus tôt, il avait équipé à ses frais la corvette La Clarisse, armée de 14 canons sur laquelle il était devenu la terreur de l'océan Indien. C'est lui que poursuivaient sans relâche les vaisseaux anglais, contre lui que se rassemblaient les escadres de l'île Maurice, de Madras et de Bombay. Pourtant, chaque capitaine ennemi, quelle que fût sa bravoure, redoutait le terrible Malouin et ne se lançait à sa recherche qu'avec le secret espoir de ne point le rencontrer. La Bretagne fuyait donc vers le sud, faisant un écart considérable de sa route, mais avec l'intention arrêtée de la reprendre dès qu'elle trouverait la mer libre. Hélas, la surveillance était bien exercée, et on n'était pas encore au 15 novembre que le pavillon anglais se montrait de rechef sur l'horizon du nord-ouest. Il fallait fuir encore vers le midi. Là, nouvelle menace, elle surgissait du sud-ouest. 3 vaisseaux ennemis donnaient la chasse aux pauvres 3 mâts, auxquels une seule route restait ouverte, celle de l'Est, à travers les périls du redoutable cap des Tempêtes, devenu depuis de Vasco de Gama le cap de Bonne-Espérance. C'était se jeter dans la gueule du léopard. Le cap était en effet la station anglaise par excellence, et les vaisseaux y devaient pulluler. N'importe, on n'avait pas le choix, il fallait prendre ce qui s'offrait. Car on savait quel sort cruel attendait les prisonniers de guerre français sur les pontons de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, les malheureux émigrants faisaient entendre un tel concert de plaintes et de récriminations que le capitaine Kerwan commença à en perdre le sang-froid. On se mit donc à fuir dans l'Est, comme on avait fui dans le Sud, avec le fragile espoir de se réfugier au besoin sous la protection des canons de Saint-Denis, dans l'île de la Réunion. Or, il y avait plus de 2 mois que la Bretagne avait quitté Brest lorsqu'elle se trouvait à la hauteur du Cap. Sa course avait été favorisée par le vent, et elle pouvait espérer atteindre l'île avant la fin du 3e mois.
Comme pour stimuler sa vitesse, les voiles hostiles se faisaient voir au large, tantôt trop rapprochés, tantôt plus éloignés, selon que le navire français gagnait ou perdait du champ. L'épouvante fut donc grande à bord de celui-ci, lorsque le 10 décembre, tandis que, après avoir franchi la zone dangereuse du Cap, il pouvait croire à un répit dans l'acharnement de la poursuite. La vigie signala une voile surgissant à l'horizon de l'est. Il y eut un moment d'angoisse affreuse. Le capitaine assembla l'équipage et ne trouva que des hommes résolus à vendre chèrement leur vie. Il consulta les passagers. Un tiers se prononça pour la résistance. Les deux autres, pris de pitié pour les femmes et les enfants, furent d'avis qu'il valait mieux se rendre. Peut-être les Anglais ne se contenteraient-ils de faire payer une contribution aux malheureux émigrants afin de leur accorder le passage libre en Amérique. Comment lutter d'ailleurs? On n'avait à bord que de mauvais pierriers pouvant fournir 12 coups chacun. En outre, en rassemblant toutes les armes à feu, on ne pouvait armer qu'une trentaine d'hommes. Le parti de la reddition prévalut donc, et le capitaine Kerwan fit arborer les signaux indiquant sa soumission. Les vaisseaux anglais accouraient de l'ouest furent bientôt à portée de canon. Le premier, une corvette de 90 hommes d'équipage avec 8 pièces, s'approcha d'assez près pour signifier à la Bretagne d'avoir à amener son pavillon. Mais tandis que le vieux marin brestois, la rage au cœur et les yeux pleins de larmes, s'apprêtait à obéir à l'ordre humiliant, voici que brusquement, à sa grande stupeur des fugitifs, la scène changea entièrement d'aspect. On put voir la corvette anglaise se couvrir de toile et virer de bord en courant vent arrière pour reprendre la route qu'elle venait de suivre en sens contraire. Le second vaisseau, dont on ne pouvait encore apprécier l'importance, imita l'exemple de la corvette. « Tonnerre de Brest !» s'exclama le Breton. « Qu'est-ce que cela signifie? Ne dirait-on pas que les Golden veulent fuir ?» On eut promptement le mot de cette étrange énigme. La voile aperçue au sud-est grossissait à vue d'œil. Bientôt il ne fut plus possible de s'y tromper. C'étaient bien les 3 couleurs, c'était le pavillon français qui battait à sa corde. Haletant, le corps plein, la poitrine agitée d'une fièvre espérance, l'équipage et les passagers de la Bretagne n'osaient point encore croire leurs yeux, ne sachant comment expliquer la présence d'un bâtiment français sous latitude. Tous s'étaient élancés vers le pont et penchés sur les bastingages, assistaient au singulier événement qui avait assuré leur salut. Le vaisseau inconnu s'approchait à une vitesse de 10 à 12 nœuds, très supérieure à celle des croiseurs ennemis. Comme certaines étoiles du firmament, il se dédoublait. Bientôt, on put voir derrière lui, dans son sillage, un brick de grande dimension, dont les sabords relevés montraient les gueules luisantes de 8 pièces de 16, formidable satellite du premier bâtiment, qui ne portait pas moins de 16 bouches à feu. Celui-ci venait rapide comme un oiseau de proie, et vraiment, il en avait la mine élégante et farouche, avec ses voiles larges, carrées, ouvertes ainsi que des ailes qui débordaient la carène renflée. Il était mince pourtant et long, taillé pour les luttes de vitesse. Son étrave se creusait comme la gorge d'un albatros, dont le beaupré, chargé de toile, imitait assez bien le bec puissant. Il avait pris chasse sur les 2 vaisseaux anglais, et il était visible qu'il les rejoindrait promptement. En passant devant le 3-mâts, il le salua allègrement
et les fugitifs purent entendre une immense clameur leur souhaiter un bon voyage. Quand l'étrange vaisseau défila devant la Bretagne, le capitaine Kerouan, armé de sa longue vue, put lire le nom inscrit au-dessus de la lunette. Un hurrah souleva sa poitrine, aussitôt répété par l'équipage et les passagers du trois-mâts brestois. « La Clarisse ! Vive Robert Surcouf ! Vive Robert Surcouf !» L'acclamation était méritée. C'est lui en effet l'inversible corsaire, le malouin glorieux, digne descendant de Duguay-Trouin, qui venait de sauver ses compatriotes en détresse et s'apprêtait à livrer bataille aux éternels ennemis de la France. Le docteur Charles Ternant, frémissant d'un patriotique enthousiasme, appela à lui sa femme et ses enfants. Puis, prenant son fils dans ses bras, il l'éleva au-dessus du bastingage et lui montrant les 2 navires français voguant triomphalement à travers les eaux calmes et limpides. « Guillaume, s'écria-t-il, regarde bien ces vaisseaux qui passent et gravent leur image dans ton souvenir. C'est la gloire de ta patrie que tu vois. Ne l'oublie pas. Vive la France! Vive la France! Répéta la voix pure du petit garçon. Guillaume Ternant ne devait point oublier cette année. Maintenant, les 2 vaisseaux étaient passés. On put voir la Clarisse gagner sur les Anglais, les dépasser pour leur barrer le chemin, puis revenir sur eux comme la foudre. Tout à coup, une détonation éclata. Un flacon blanc s'enleva au-dessus du corsaire et pendant un temps très court le masqua. La corvette anglaise riposta bravement. Ce fut alors un roulement formidable de décharges successives. La Clarisse soutint d'abord le feu de ses 2 ennemis. Bientôt détachant le brick contre la corvette, elle élança le second vaisseau et se mit à le canonner à outrance. La Clarisse était dans une terrible guerrière qui ne perdait pas ses coups. Un de ses boulets rasa la misaine de son adversaire. Un second abattit le grand mât, incapable de manœuvrer. Le bateau anglais dut amener son pavillon. Ce fut alors que le tour de la corvette. Elle était commandée sans doute par un officier plus valeureux, car elle se défendit avec rage. Les canons de la Clarisse et ceux du brick la couvrirent de projectiles. Après une demi-heure de combat, il devint manifeste que le vaisseau britannique, touché au-dessus de la flottaison, avait une voie d'eau mortelle. Alors seulement, sur les débris sanglants à la corne d'Artimon, le pavillon flottant fièrement au-dessus du gouffre fut tranché par la hache d'un gabier. Des 90 officiers et matelots du navire anglais, 5 seulement étaient debout, diversement blessés. 6 autres respiraient encore, tout le reste était mort. La nuit descendit sur cette scène terrifiante et sublime. La Clarisse revint sur sa route. Elle avait subi des avaries qui exigeaient un prompt retour dans les eaux françaises. Elle prit donc sous sa protection la Bretagne. Le trois-mâts avait besoin de renouveler ses vivres, vu l'énorme perte de temps qu'il avait subie. En reconnaissance du service rendu, le capitaine Kerouan offrit de prendre à son bord les blessés trop gravement atteints de la Clarisse. Ce fut en cette circonstance que Guillaume Ternant eut pour la première fois l'occasion de voir Robert Surcouf. Le célèbre corsaire était encore un tout jeune homme, puisqu'il venait d'atteindre sa 86e année. C'était un homme d'une taille au-dessus de la moyenne, d'une prodigieuse vigueur sous des apparences élégantes et frêles. Il avait une beauté particulière du visage qui résidait surtout dans l'expression étrangement farouche de ses prunelles pendant l'action
et une douceur presque féminine au repos. Cela lui avait fait une réputation unique parmi les Anglais, ses ennemis détestés car, pour l'ensemble des lignes du visage et la régularité classique, le Malouin pouvait être tenu pour laid. Il avait été blessé pendant le combat par un éclat de bois, dont une écharde s'était profondément enfoncée dans sa main droite, ce qui le faisait beaucoup souffrir. Informé qu'il y avait un médecin à bord de la Bretagne, il passa le pont du Trois-Mâts et vint demander au docteur Ternant des soins que celui-ci fut trop heureux de lui prodiguer. Avec une habileté consommée, le chirurgien brestois parvint à extraire l'écharde. Puis il fit saigner la plaie qu'il débrida, la lava à l'eau de mer et lui appliqua un pansement qui, au bout de 8 jours, rendit à Surcouf l'usage de sa main. Le corsaire l'en remercia avec effusion, et embrassant les 2 enfants du jeune médecin, dit à celui-ci en lui tendant sa joue gauche ou sa main gauche, la seule dont il put encore se servir. C'est entre nous à la vie et à la mort, docteur Ternant. Nous sommes doublement compatriotes, puisque je suis de Saint-Malo et vous de Brest. Si jamais vous, votre femme ou vos enfants avez besoin de moi, n'oubliez pas que je suis votre ami pour toujours. Et soulevant de son bras herculéen le petit Guillaume, qu'il mit sur un cabestan, il s'écria « Docteur, si vous n'avez pas d'intention spéciale au sujet de ce gamin, donnez-le-moi. J'en ferai un crâne marin. » Oh oui, s'écria le garçonnet en se jetant au cou du corsaire. Je veux être marin comme toi. La Bretagne ne mit que 8 jours à gagner l'île française. Le temps était magnifique et les Anglais n'osaient point quéter le commerce. Ils savaient Surcouf en course. Hélas, ce n'était là qu'un répit momentané pour le Trois-Mâts. Pour reprendre le chemin des Amériques, il devait revenir sur ses pas, affronter de nouveau le cap, les dangers de la mer et ceux des hommes. Y échapperait-il ? Il n'y échappa point. Lorsqu'après une escale de 10 jours, nécessaire à la réfection de l'approvisionnement et à la répartition de certaines avaries, le Trois-Mâts reprit la mer, il alla donner de nuit au cœur d'une croisière anglaise 7 vaisseaux sortis du Cap pour envelopper le terrible et redoutable marin qui venait d'humilier si cruellement le pavillon britannique. La Bretagne dut se rendre. Les Anglais firent un tri parmi les prisonniers. Un quart d'entre eux fut interné au Cap. Un autre quart embarqué sur un bateau qui faisait voile vers l'Inde. Après quoi, le capitaine Kirwan et son équipage ayant été retenus sur les pontons, pour les pontons, la Bretagne débaptisée et redevenue le Isle of Essex transporta à Buenos Aires le reste des misérables émigrants dont l'extrême dénuement désarmait l'ennemi. Parmi les captifs dirigés sur l'Inde se trouvèrent le docteur Charles Ternant et sa famille. Avec une barbarie injustifiable, le père fut séparé de sa femme et de ses enfants. L'esprit soupçonneux des geôliers mettait d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Les premiers furent internés dans l'île de la Salsette, près de Bombay. On déposa les seconds sur divers points de la côte de Malabar. Ce fut une captivité cruelle et inique, entassés dans un îlot pestilentiel, n'ayant pour s'y coucher que des paillotes à moitié effondrées, pour nourriture que quelques poignées de riz. Les infortunés prisonniers furent rapidement fauchés par la maladie. Le docteur Ternant fut du petit nombre de ceux qui résistèrent à l'influence pernicieuse du climat.
Et dans cette promiscuité de la geôle, énervé par les procédés ignominieux et les mauvais traitements, il ne put pas toujours être maître de son humeur, et un jour que l'acharnement des gardiens avait poussé à bout sa longanimité, il s'emporta au point de reprocher durement à l'officier surveillant son manque d'écart. Désireux de faire preuve d'éducation, celui-ci répondit aux reproches du Français en lui adressant des témoins. À cette époque, la loi anglaise ne faisait point un crime du duel. Ternant prit 2 seconds parmi ses compagnons de captivité. Les prisonniers n'avaient point d'armes. Cela va sans dire. Il était défendu sous peine de mort aux soldats qui les gardaient de leur laisser la moindre instrument ou ustensile qui pût avoir l'apparence d'une arme. Il n'avait ni couteau ni marteau. En un mot, aucun outil qui pût devenir un objet ou un moyen d'offensive. Il semblait donc que la rencontre fût rendue impossible. Déjà, l'officier goguenard avait fait offrir au médecin un duel à la boxe, et le Breton, sans s'intimider, avait accepté cet ultimatum. Il avait ajouté pourtant les conditions du cartel. Dites au lieutenant Seaford que je me réserve, après un combat à coups de poing, de lui demander une réparation par les armes, s'il m'arrive de m'en procurer par un moyen quelconque. Et l'Anglais, éclatant de rire, avait souscrit à cette clause. Or, il advint que l'aya hindou, chargé de porter au docteur sa maigre pitance quotidienne, lui remit clandestinement une paire de ciseaux dont l'une des branches était arrondie. Dévisser les ciseaux et aiguiser sur une pierre dure la branche ronde afin d'en faire une pointe sensiblement égale à celle de l'autre branche, puis attacher l'une à l'autre à 2 rotins très lisses, fut pour le médecin l'affaire d'une journée de travail. Le lendemain, il se présentait au combat à l'heure dite et administrait à l'Anglais une raclée à la boxe. Une de ces raclées que seuls les Bretons savent donner aussi magistralement. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer l'Anglais à accepter le duel bizarre qui s'offrait à lui comme une revanche. Là encore, le docteur Ternant fut victorieux. Il plongea toute sa pointe, soit environ 3 pouces d'acier, dans l'épaule droite de son adversaire. Lui-même reçut au poignet une estafilase à laquelle il n'attacha aucune importance. La malchance voulut que l'acier fût rouillé. La plaie s'envenima et la gangrène s'ensuivit. En peu d'heures, l'état du médecin français devint critique. Il n'y avait là aucun chirurgien pour faire l'amputation rendue nécessaire. Les conditions défavorables du séjour, la température humide et les miasmes d'un sol marécageux amenèrent rapidement à une aggravation. 48 heures plus tard, le docteur Ternant était mort. Il mourut les yeux pleins de larmes au souvenir de sa femme et de ses enfants. On l'enterra sans prière, sans cercueil, dans une fosse creusée à la hâte au pied d'un banyan. Les prisonniers y plantèrent une croix de bois. Et tandis que le père mourait ainsi à Bombay, de l'autre côté de la péninsule indienne, la veuve et les enfants, gardés à vue par des cipayes anglais, unissaient leurs prières et leurs sanglots. Ce fut pour eux une immense douleur que d'apprendre la fin cruelle de leur unique protecteur. Les autorités anglaises se laissèrent pourtant émouvoir par leur détresse, et l'on accorda à la malheureuse famille l'autorisation de s'établir à Otakamund, sur l'un des premiers contreforts du mont Nilgiris. De la petite fortune sur laquelle Ternant avait compté pour se créer une situation,
Il resta juste assez à sa veuve pour occuper une maison solidaire à la lisière des bois et s'assurer une existence tout à fait voisine du dénuement. C'était l'exil, non plus seulement sur une terre étrangère, mais dans un pays absolument inconnu, loin du contact de la civilisation blanche, avec le désespoir de ne plus jamais revoir le ciel de la patrie, les horizons sacrés de la douce France.